Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une nouvelle fois la biostatisticienne Christine Coton. Christine, bonjour Bonjour Xavier. et merci beaucoup de nous donner un peu de votre temps aujourd'hui pour on va dire un débriefing bien particulier parce que je crois que vous avez travaillé à une expertise judiciaire sur les documents qui ont servi à l'autorisation de mise sur le marché des vaccins, notamment du vaccin Pfizer, et vous venez nous présenter ces résultats qui sont, de ce que j'ai pu comprendre, très déconcertants. Exactement. J'ai rédigé une expertise en tant que biostatisticienne pendant 23 ans et surtout, on va dire, fondatrice et ancienne PDG d'une CRO, donc Clinical Research Organization, société de sous-traitance pour l'industrie pharmaceutique, puisque dans ce cadre-là, on gérait toutes les activités des essais cliniques. Donc, je connais donc par cœur. Et moi, en tant que responsable qualité de ma société, j'avais donc en charge le suivi des indicateurs qualité. Donc, j'ai Et donc regardé là, tout ça. vous avez été, c'est quoi, comment ça s'est passé? C'est une avocate, c'est un avocat qui vous a demandé de faire cette expertise. Vous Voilà, avez fait ça de votre propre gré? non pas de mon propre gré, c'est à la demande d'une avocate qui plaide à la cour d'appel, qui a plaidé à la cour d'appel du Québec. Et j'ai rédigé ça dans le cadre de sa demande. Donc c'est un rapport d'expert, on va dire. Exactement, Et vous allez purement nous le présenter. méthodologique. Bah, écoutez, la parole est à vous. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, c'est donc une évaluation des pratiques méthodologiques mises en œuvre dans les essais Pfizer, donc dans le développement de son fameux vaccin. Donc, j'ai dédicacé cette petite présentation à Maxime Beltra, puisque je travaille également avec l'association Verity qui recense les victimes, enfin, on va dire les victimes pour le moment non avérées du vaccin. Donc, qui je suis, ben voilà, on l'a dit. Alors, qu'est-ce que j'ai examiné uniquement les documents, les documents du laboratoire, c'est-à-dire les protos, les rapports, le plan de gestion des risques, etc. Donc ça, c'est tous Donc, les documents qui ont été enregistrés par le laboratoire Pfizer auprès des autorités américaines et européennes. exactement. Donc, quand il y a eu un juge aux États-Unis qui a demandé de relâcher tous les documents, il y avait, je crois, 450 000 pages. Donc là, vous avez regardé que ce qui était disponible aujourd'hui. Alors, je n'ai pas tout regardé. En fait, tout est dans le protocole d'essais cliniques depuis le départ. La seule chose finalement qui est mise à jour régulièrement, c'est le plan de gestion des risques qui change régulièrement. Et ce qui a été relâché il y a peu de temps, c'est l'analyse cumulative des rapports d'événements indésirables, qui est donc une analyse faite par le laboratoire lui-même. D'accord. Alors, donc ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que dans le cadre de tous nos nouveaux médicaments, tout vaccin, on fait donc ces fameux essais cliniques. On a donc des choix méthodologiques à faire dans le choix de nos critères d'efficacité. La tolérance, c'est essentiellement les effets indésirables. Dans le cadre des vaccins, on a également l'immunogénicité, c'est-à-dire la durée de la protection, le dosage des anticorps. Et tout le travail méthodologique d'un statisticien quand il participe à l'écriture du protocole, c'est de déterminer ce qu'on appelle des biais. C'est-à-dire ce sont des éléments qui sont susceptibles de faire dévier les résultats de leur vraie valeur. Donc, c'est-à-dire quels sont les éléments qui peuvent éventuellement fausser mon résultat. De les anticiper dans le protocole et d'adapter les analyses en conséquence. Ça, c'est le travail quand on participe à la rédaction d'un protocole d'essai clinique. Donc là, ce que j'ai examiné, on ne va pas rappeler la phase 1, phase 2, phase 3, donc c'est essentiellement les données de la phase 3 de l'essai clinique. Donc, cet essai clinique, il est randomisé, c'est-à-dire qu'on va prendre le candidat vaccin qui a été choisi à l'issue de la phase 2, donc 2 injections de 30 microgrammes injectées à 21 jours d'intervalle. Et on va randomiser, c'est-à-dire qu'on va attribuer au hasard aux patients, aux participants,
soit le placebo, qui est une solution saline à 0,9%, donc on lui injecte ça, ou le fameux candidat vaccin. Donc, c'est en aveugle, c'est-à-dire que le participant ne sait pas ce qu'il reçoit. Dans le site investigateur, donc, qui est la structure qui recrute le patient, le personnel ne sait pas ce que le patient a reçu, excepté ceux qui sont en charge du stockage du produit, de la préparation et de l'injection. Donc, c'est multicentrique dans le sens où on a recruté plusieurs sites de recrutement de patients, donc centre qu'on appelle site clinique, centre investigateur. Et l'objectif de cette phase de 3, alors ça c'est très 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 important, c'est évaluer l'efficacité donc du fameux candidat qui s'appelle le BNT 162B2 dans la prévention du développement Covid-19 symptomatique à partir de 7 jours après la deuxième dose. Et plus précisément chez les patients qui n'avaient pas d'infection Covid à l'entrée dans l'étude. Il y en a quelques-uns qui ont. Ça, c'est ce que vous dites qui est hyper important. C'est donc une phrase qui est assez complexe, puisqu'on dit la prévention du développement du Covid symptomatique à partir de 7 jours, alors qu'on a souvent entendu sur les plateaux télé que ça empêchait la contamination, la transmission ou les formes graves. Comment peut-on relier les deux? Alors, c'est ce qu'on va voir par la suite. C'est ce qu'on va voir. Merci. Donc, en gros, j'ai 8 visites. Ma première, le patient arrive, on vérifie ses critères d'inclusion, l'âge, le sexe, il ne faut pas de femme enceinte, puisqu'au départ, on avait bien vu que c'est une population exclue, des essais cliniques en général. Il est inclus, on lui fait sa dose 1, il rentre chez lui. Il revient à peu près 23 semaines après pour recevoir sa dose 2. Dans les essais de phase 1-2, on avait en plus des visites à 1 semaine après la dose 2 et après 2 semaines après la dose 2, qu'on n'a plus dans la phase 3. Il revient à 1 mois après la dose 2, puis à 6 mois, 12 mois, 24 mois. Donc la durée d'observation du patient, on est d'accord, c'est 24 mois. Alors, comment, jusqu'à aujourd'hui, on s'est intéressé finalement aux résultats? C'est-à-dire, on a pris les tableaux de résultats, et moi y compris, on a regardé les tableaux de résultats. En fait, là, la question que je me suis posée, c'est comment est recueilli ce fameux Covid-19 symptomatique. Alors là, quand on lit attentivement le protocole, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de test PCR systématique pour tous les patients. On l'a uniquement à la visite. Ici, là, je ne l'ai pas, mais à la visite, donc à l'entrée, et uniquement lors de l'injection de la dose 2. Or, mon critère, je compte les Covid symptomatiques à partir de la dose 2. Donc, ce n'est pas mon test PCR qui est fait le jour de la deuxième injection qui va pouvoir me déterminer qui va pouvoir entrer dans le comptage de mon critère principal. Donc, en gros, comment je vais compter? Je vais donc compter les symptômes. Que sont les symptômes? Donc, il faut que mon participant il ait un symptôme parmi les suivants. Donc, la fièvre, la toux, l'essoufflement, les frissons, les douleurs musculaires, la perte de goût et d'odorat, les maux de gorge, la diarrhée et le vomissement. Mais il faut que ces symptômes soient confirmés, pour être sûr que c'est bien un Covid, par un test PCR positif. Donc, on avait vu précédemment qu'on en avait donc dénombré 8 participants qui avaient cette définition de critère principal pour le candidat vaccin et 162 sur le placebo. C'était donc ça qui nous donnait une efficacité à 95%. Et on avait donc vu également, je vous l'ai remis un petit peu en bas, qu'il n'y avait aucune efficacité sur les cas sévères lors du rapport du 10 décembre 2020. Parce que l'intervalle de confiance était négatif. Donc, voilà. Exactement. Donc, comment sont recueillis ces symptômes? Donc, le patient rentre chez lui. Il a un journal électronique. Donc là, j'ai fait un petit graphique, un petit flowchart pour essayer de comprendre comment ça se passait en vie réelle, dans l'essai. Il doit donc noter des symptômes sur une application électronique. Donc là, déjà, on voit que pour les personnes âgées, aller noter ces symptômes sur une application électronique, c'est un peu compliqué. On a aussi
certains groupes de patients qui, dans le protocole, est défini comme étant la population de réactogénicité, donc qui sont les réactions possibles au vaccin. Et là, on s'aperçoit que vomissements, diarrhée, frissons, douleurs musculaires, ce sont à la fois des symptômes du Covid et à la fois des réactions possibles au vaccin. Donc, le participant, il est chez lui, il commence à avoir certains symptômes, il appelle le site investigateur. Donc là, on a déjà plusieurs cas de figure et on verra que c'est important puisque on peut avoir des possibilités où le site ne répond pas, d'autant plus dans cette période pandémique et où il a recruté, on va le voir, en moyenne un nombre de patients qui est phénoménal en très peu de temps. Donc, il n'est pas du tout évident que le participant ait une réponse tout de suite. Donc, s'il est vraiment malade… C'est un problème de dimensionnement du centre d'appel. Exactement. Donc, il appelle son site à lui, c'est-à-dire une clinique, l'endroit qu'il a recruté. Alors, et ça, on verra avec l'affaire Ventavia, justement, que ça nous dit bien qu'il y a des tas de patients qui ont appelé qui avaient des symptômes qui n'ont jamais eu de test PCR. Donc, s'il est vraiment malade, il va aller voir son médecin traitant habituel, c'est évident, qui va lui faire un test. Parce que lui, le participant, on est dans le cadre d'une maladie mortelle, ultra contagieuse, qui a bloqué le monde entier, puisque là, les participants dans la phase 3 sont recrutés à peu près du 27 juillet au 14 novembre, qui est la date de la première analyse, la date où on arrête la base de données pour analyser. Donc, il va bien falloir quand même qu'il signale aussi son résultat au site. Donc là, il doit de toute façon rappeler le site. Donc là, on voit à chaque fois que j'ai mis un petit warning orange, là, qu'il y a un biais potentiel. Donc, d'autant plus que ces participants sont autorisés à prendre des traitements antipyrétiques. Donc, pour la fièvre en général. Donc, le traitement antipyrétique, ça va nous supprimer la fièvre et éventuellement les douleurs. Donc, clairement, si je supprime mes symptômes, je n'appelle pas mon site investigateur. Donc, je ne peux pas avoir de test PCR puisque c'est le site qui doit déterminer si je fais un test PCR ou pas. Et il doit d'autant plus le déterminer quand j'ai des symptômes qui sont à la fois des réactions possibles au vaccin ou des symptômes Covid. Donc là, il y a clairement écrit dans le protocole de l'avis de l'investigateur. Donc, vous avez un participant qui est chez lui, qui appelle en disant « j'ai ça, ça, ça et ça ». Et c'est un gars en blouse blanche qui est dans son site qui va dire ah « vous faites un test PCR, vous ne le faites pas ». Donc, notamment quand il a ça, puisque selon le tableau clinique, voilà, ça peut être une réaction possible au vaccin. Donc, si ces symptômes que j'ai qui sont identiques, finalement, c'était le Covid, si je n'ai pas fait de test, mon nombre de cas Covid, évidemment, il est faussé, puisqu'il ne peut être confirmé que par un test. Donc, en gros, toutes les situations où je n'ai pas de test, je n'ai pas de Covid. Donc, pas de Covid, pas de Covid. C'est-à-dire qu'ici, dans mon critère, ici, forcément, j'ai donc un biais, puisqu'il m'en manque. Et on sait qu'il nous en manque, d'autant plus que dans le rapport clinique l'un des deux rapports cliniques, parce qu'il y en a deux, d'ailleurs, il faudrait savoir pourquoi, déposé le 10 décembre à la FDA par le laboratoire, il y en a un qui a 92 pages et un de 53. Dans celui de 53, il est clairement spécifié qu'on a des cas Covid suspectés mais non confirmés par test PCR. Donc, qu'est-ce que ça veut dire non confirmé? Ça veut dire le patient a téléphoné, il n'a jamais fait le test. Le test était négatif. Qu'est-ce que ça veut dire non confirmé? Sachant que ces gens-là, donc, ce sont ceux qui sont malades, puisque c'est ceux qui ont des symptômes. Donc, a priori, c'est une population d'intérêt, puisque c'est justement ceux qui sont malades. Et là, on apprend dans ce document-là qu'on avait donc 417 pour le vaccin et juste 287 pour le placebo. Donc, si je recalcule mon efficacité sur les symptomatiques, donc les malades, j'ai 0,065% d'efficacité. J'ai plus du tout 95. Et là, ça, c'est l'efficacité relative. On est bien dans l'efficacité relative. Oui, oui, oui. Calculé selon la formule agréée, consensuelle du calcul d'une efficacité pour un vaccin. D'accord. Et à 0,065, si jamais… à 0,065, on n'approuve pas un médicament.
que jamais on met le vaccin, on autorise l'autorisation d'urgence, puisque pour l'autoriser, on sait dans les documents officiels qu'il faut au moins 50% d'efficacité. En dessous de 50%, le vaccin, sur la base de son résultat d'efficacité, n'est pas autorisé, n'a pas l'autorisation d'urgence. Et on rappelle que dans les présentations précédentes, vous nous aviez expliqué que pour certains sous-groupes, comme les personnes âgées, on n'arrivait pas à ces 50% parce que c'était non concluant, et ainsi que pour d'autres sous-ensembles. Donc là, le recalcul, s'il est correct, veut dire qu'on a fait une erreur qui est monumentale. Alors là, on ne peut pas parler d'erreur. Là, on va dire, j'ai fait une analyse de sensibilité, c'est-à-dire j'ai analysé l'efficacité sur les cas symptomatiques. Alors, maintenant, si je regarde ce fameux document d'analyse des effets indésirables, donc post-autorisation, analysé par Pfizer lui-même, des événements survenus pendant les premières vaccinations, enfin, on va dire jusqu'au 28 février. Ils ont donc un tableau où là, on voit qu'il y a 4,6% de participants Covid-19. Alors, tous ne sont pas médicalement confirmés, puisque là c'est le tableau récapitulatif, mais si on lit le texte en détail, tous ne sont pas médicalement confirmés, mais dans tous les cas, on n'arrive pas du tout aux 0,044%, c'est-à-dire les fameux ici 8 divisé par 18 198, on est là à 4,6%, 100 fois égal au taux de l'essai clinique. Donc, ça confirme également que ce critère de l'essai clinique, il est mal recueilli, puisque dès les premières vaccinations, j'ai un taux de Covid-19 qui est largement supérieur à l'essai. Donc, si je résume, dans mon calcul de mon nombre de cas Covid-19 symptomatiques, j'ai les biais suivants. Je peux avoir un biais de report incomplet du participant lui-même, un biais qui n'a pas bien rempli son autojournal, un biais qui n'est pas apte à téléphoner au site, les antipyrétiques qui suppriment les symptômes, du coup, pas de symptômes, pas de test, pas de Covid. Et j'ai donc les fameux cas suspectés qui, du coup, ne sont pas confirmés. Donc, à partir de là, j'en conclus que mon résultat d'efficacité de 95% a tellement de biais que je ne peux pas, en toute fiabilité, en toute qualité, en toute intégrité du point de vue des bonnes pratiques cliniques, faire confiance à ce résultat. Donc, pour faire face à ces multiples biais, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Bon, déjà, on sait que les traitements antipyrétiques, on le sait sur le groupe de réactogénicité notamment, sous cette sous-population de 6000 participants environ, on a eu beaucoup plus d'utilisation d'antipyrétiques chez le groupe vaccin. Donc, on aurait pu en tenir compte dans l'analyse statistique en réajustant, on va dire, le résultat par rapport à si le patient avait pris le traitement, enfin, un antipyrétique, oui ou non. C'était possible dans les calculs à rajouter. Et alors, la grande question, c'est pourquoi le laboratoire n'a pas fait des tests PCR réguliers à l'ensemble de ses participants. Alors, donc, ces tests PCR qui auraient pu permettre de qualifier de manière, on va dire, factuelle ou scientifique, avec ce test PCR, les potentiels 409 cas que vous avez inclus dans la diapo précédente. Alors, pas que. C'est-à-dire que tous mes patients symptomatiques, on a bien vu que depuis des mois, en vie réelle, il y a des millions de gens totalement asymptomatiques qui vont faire des tests pour savoir s'ils sont Covid+. Et là, on est en 2020, entre juillet et décembre, donc en pleine pandémie mortelle. Et on a le laboratoire qui laisse ses participants rentrer tranquillement chez eux, éventuellement aller contaminer leurs gosses, leurs parents, à tel point qu'on est obligé de ne plus aller voir papy et mamie, qu'à Noël, papy et mamie mangent dans la cuisine pour surtout ne pas attraper le Covid-19. Et on a 40 000 patients à tester, on va dire peut-être au moins une fois dans la semaine, et le laboratoire ne fait pas les tests de ces 40 000 patients. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit au début, les conclusions qu'on peut tirer sur un critère, sur une efficacité, c'est uniquement par rapport aux critères qu'on a choisis. Donc, si je fais une étude sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, par exemple, que les plus de 70 ans connaissent bien, les hommes de plus de 70 ans connaissent bien. Donc, j'ai des problèmes urinaires.
je vais analyser mes problèmes urinaires à l'inclusion dans mon essai et je vais analyser mes problèmes urinaires au bout de 1 mois, 3 mois, 6 mois pour savoir si le traitement que je donne fait diminuer mes problèmes urinaires. Et quand je vais conclure à l'efficacité de mon produit, je vais dire il y a une action sur les symptômes urinaires. Donc là, mon critère d'analyse, ce sont les cas Covid symptomatiques. Ce n'est pas l'ensemble des cas Covid. Donc, je ne peux nullement avoir une communication en disant ça freine la transmission, puisque je n'ai pas de données sur les cas asymptomatiques. Est-ce que vous comprenez là toute la nuance? Donc, je ne peux argumenter que sur des résultats scientifiques, donc statistiques, puisqu'encore une fois, c'est le statisticien qui fait les tableaux qui vont être inclus dans l'essai. Donc, toute communication visant à promouvoir la vaccination sur la base d'un argument « ça freine la transmission » n'est donc étayée par aucun résultat dans l'essai clinique. Donc, donc, ce n'est pas une communication scientifique. Mais les conséquences de votre analyse sont importantes parce que si jamais je prends un autre exemple comme le Boeing 737 qui a été, dont on a enlevé la certification puisqu'il y a eu une certification originale et qu'après il y a eu 2 avions qui sont tombés du ciel et qui ont fait un crash et il y a eu une analyse d'un bureau enquête accident qui a regardé et qui a enlevé cette certification. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de base scientifique, il ne devrait pas dû y avoir de certification de ce médicament ou d'autorisation. Alors, ça, c'est complexe comme question, puisque cette façon de procéder, de laisser le participant lui-même reporter ses symptômes, c'est quelque chose qui est commun dans les essais vaccins. Sauf que là, on est dans un cadre, on a une maladie mortelle qui contamine la terre entière, pour laquelle on fait des confinements, on arrête l'économie pendant des mois, dans le monde entier. Donc, c'est une maladie a priori beaucoup plus grave que le vaccin pour le papillomavirus, que ne serait-ce que la grippe, même si la grippe fait 15 000 jusqu'à 18 000 morts par an. Bon, a priori, et c'est censé être administré donc à des milliards d'individus sur la planète. Donc là, dans ce cadre-là, on est quand même censé, enfin à mon sens, adapter un protocole qui est peut-être adapté au vaccin dans d'autres situations, mais qui est clairement plus du tout adapté au Covid-19. Donc, pourquoi les agences de santé n'ont pas fait ce genre de remarques? Ben, moi, je dirais qu'il faut leur poser la question. Et est-ce qu'on leur a posé la question? Ça, je ne sais pas. Il faut demander au gouvernement si, quand les agences rendent un… Parce qu'on pourrait se dire, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si jamais ça va être administré à des milliards, on n'est pas à 40 000 tests près, c'est ça? 40 000 tests, c'est quelques on fait pas 40 000 centaines de milliers de dollars. Oui, on ne fait pas 40 000 tests à des participants d'un essai clinique qui en ont signé un consentement, qui ont confiance dans le laboratoire qui les inclut dans leur étude. On ne leur fait pas 40 000 tests fois X fois, puisqu'il faut le poursuivre. Et on ne peut pas leur faire qu'une fois le test, on va leur faire régulièrement. Ou alors on leur donne des autotests, enfin je ne sais pas, mais enfin, impérativement, on teste tout le monde, puisque cette maladie est mortelle au point d'arrêter le monde entier. Et on laisse les gens dans la nature aller contaminer tout le monde. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout cohérent. Et donc, vous venez de nous dire que donc, votre travail a été utilisé dans le cadre d'une plaidoirie de manière à sensibiliser, on va dire, un juge sur l'approche non scientifique de ces autorisations. Et qu'est-ce que vous comptez en tirer, on va dire, de cette procédure juridique? Moi, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il est temps de revenir à des argumentaires qui soient démontrés, qui soient fiables et qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur la base d'élucubrations qui ne sont étayées par aucun résultat. Quand on a une communication, c'est que derrière, on a des résultats. Ça, c'est la pratique de l'industrie pharmaceutique depuis des dizaines et des dizaines d'années. Dans mon rapport, c'est extrêmement détaillé, ce que je n'ai pas fait là, pour résumer, mais on a
des recommandations dans tous les sens qui visent justement à homogénéiser les pratiques au niveau monde et à minimiser ces biais. Et là, on a quelque chose qui est clairement biaisé et ça a l'air d'ennuyer personne. Ben, je ne sais pas, mais moi, ça m'ennuie. Parce que vous allez voir que ces biais, on va les retrouver dans la tolérance. D'accord. Et donc, juste pour venir en tant que contrôleuse de qualité, si jamais vous aviez quelqu'un qui venait vous voir avec des résultats comme ça, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, vous devez continuer l'essai, vous devez modifier, vous devez continuer les mesures. Donc, vous ne remettez peut-être pas en cause la performance des produits, mais en tout cas, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de conclure de manière affirmative ou aussi affirmative que ça a été fait? C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il faut poser. Moi, je ne dis pas que ce vaccin ne fonctionne pas. Je dis qu'on ne peut pas en être sûr sur la base des éléments qui ont été fournis. Et Donc, comme on sait qu'on a un certain nombre de risques et des manquantes. Les personnes qui ont pris une décision ont potentiellement pris une décision erronée ou incomplète, en tout cas. Ils ont pris une décision, peut-être sans voir les biais, je ne sais pas, il faudrait leur demander, ou en estimant que le risque qui était pris par rapport aux effets indésirables par la suite allait peut-être être tout à fait anodin. Et on voit en vie réelle que ce n'est pas le cas. Christine, dans votre expérience de chercheuse et d'études cliniques, de responsable d'études cliniques, vous avez déjà vu ce genre de situation? Ah non, mais jamais. Moi, j'ai participé à des dépôts de dossiers justement pour la FDA sur des très gros projets, des très grosses études qui duraient plusieurs années. La dernière étude que j'ai gérée, c'était le promoteur, c'était le ministère des Armées. J'ai travaillé avec des gens ultra compétents, mais jamais on ne laisse passer ce genre de choses. Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez des assureurs qualité dans les laboratoires qui viennent régulièrement, et moi j'ai eu je ne sais combien d'audits, voir comment sont stockées vos données, comment vous sauvegardez vos programmes d'analyse, comment vous avez fait tous les tests pour mettre en ligne ce qu'on appelle un ICRF, un site web pour recueillir les données des participants. Donc, tout est vérifié, contrôlé. Un deuxième statisticien qui reprogramme votre critère principal. Là, typiquement, ce genre de choses, c'est double programmé. Et là, on laisse passer un truc dans ce mode de recueil qui paraît complètement aberrant par rapport à la situation Covid, encore une fois. Alors, est-ce que ça pourrait être expliqué par l'urgence, la pression politique ou d'autres… Oui, certainement. Mais bon, une suite d'erreurs d'urgence égale une grosse erreur au final, égale une conclusion fausse. Donc moi, je jette la pierre à personne en faisant cette analyse. Moi, je dis, il y a des problèmes. Et il est temps de demander des explications et il est temps, quand on communique, de revenir à des chiffres, des vrais, des résultats, puisque c'est ce qu'on fait depuis toujours dans l'industrie pharma. Donc pourquoi, dans le cadre de ces vaccins-là, on ne parle pas à partir de résultats? On parle à partir de, je ne sais pas, de vent, je n'en sais rien, mais en tout cas pas à partir des documents du laboratoire, ça c'est certain. Parce que, donc, si je peux poursuivre là, parce que c'est important, c'est-à-dire que ce biais, donc on a efficacité 95%, on ne sait pas finalement. Maintenant, la tolérance, donc ça, on l'avait déjà vu, je l'avais déjà dit, on a uniquement 2 mois médian de suivi après la dose 2. C'est-à-dire 50% des participants suivis moins de 2 mois et 50 plus de 2 mois. Ça, on l'a pour le rapport du 10 décembre 2020, donc sur les plus de 16 ans finalement, du 9 avril sur les 12-15 et du 26 octobre sur les 15-11. Donc là, on remarque qu'au 26 octobre, des participants analysés, donc les 15, les 5-11, on en a 2268, ce n'est pas beaucoup. Et là, on en avait sur les 12-15, on en avait 2000 et quelques aussi. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, on n'est pas du tout sur les 37 000 là, qu'on pouvait avoir au départ. Alors, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette courte durée d'observation, donc je recueille donc mon critère nombre de cas Covid sur cette durée-là. Et je recueille aussi mes effets indésirables sur cette durée-là. Donc, qui est censé établir donc, la tolérance, c'est mon risque. Donc, ça veut dire que la tolérance moyen terme, on l'avait déjà vu, c'est non mesurable dans le cadre de ces essais. La tolérance long terme, encore moins. Et là, on voit dans le plan d'analyse, le plan de gestion des risques, qui est un document qui est mis, qui est rédigé, on va dire, dès la mise sur le marché, donc en décembre 2021. Donc, évidemment,
on ne peut pas conclure sur la tolérance à long terme. C'est écrit noir sur blanc. Alors, ce qui est drôle quand même, ce qui est drôle, c'est que déjà, on avait déjà écrit, alors je l'ai mis un petit peu plus loin, donc je ne vais pas en parler tout de suite, mais on avait déjà écrit qu'on avait un certain nombre de données manquantes sur certaines populations sur lesquelles on vaccine tous les jours. Alors, donc ça, on sait que la durée d'observation, elle est trop courte pour avoir une vision correcte, une évaluation correcte de la tolérance. Alors, on le sait d'autant plus que dans le rapport clinique du 9 avril, donc sur les 12-15, alors là ben, ils sont bien obligés de nous le dire, qu'on n'a pas d'efficacité, enfin que l'efficacité sur la transmission est inconnue. Ben oui, elle est forcément inconnue puisqu'elle n'est pas mesurée. Et là, c'est là où ils nous disent aussi que la durée de la protection, donc on ne sait pas, l'efficacité dans certaines populations à haut risque, on ne sait pas, l'efficacité contre les asymptomatiques, ben forcément, on ne sait pas, parce que ce n'est pas mesuré. L'efficacité contre la mortalité, ben évidemment, on ne sait pas. Donc ça, c'était en avril 2020. Alors, dans le rapport clinique des 5-11, comme on n'a pas beaucoup de participants analysés, ils nous disent clairement dans leur section conclusion risque global, risque bénéfice-risque, que le nombre de participants au programme de développement clinique est trop faible pour détecter les risques de myocardite. Ah bon? Donc ça veut dire que je fais un essai où je n'ai pas assez de participants pour détecter les risques. Mais donc mes conclusions de tolérance, elles valent quoi? Puisque je n'ai pas assez de personnes pour détecter les risques. Et ils nous disent quand même, hein, l'innocuité, donc la tolérance à long terme, donc chez les participants, hein, sera étudiée dans 5 études post-autorisation. Ah bon? Donc, on prend un risque, on vaccine des 5-11 ans, on sait très bien que la tolérance évaluée dans le cadre de ces résultats, elle est incomplète, mais bon, ce n'est pas grave, on évaluera plus tard, quoi. En gros, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc, au vu de ça, l'évaluation de la tolérance, ben, c'est incomplet. Donc, mon risque, il est incomplet. Donc là, on vient déjà de voir rapport bénéfice-risque. Le bénéfice, bon, l'efficacité, on ne sait pas. Le risque, la tolérance, c'est incomplet. Et alors là, la cerise sur le gâteau, quand même, c'est qu'en termes de dosage des les anticorps qui sont censés donc être produits par le corps avec le vaccin, on avait, donc je vous ai mis, non, hop, je vous ai mis là, donc les biais concernant l'immunogénicité, donc le fameux dosage des anticorps. On avait dans la phase 1-2 des visites en plus qui étaient donc J35, donc 1 mois après la dose 2, J52, 2 mois après la dose 2. Et pour la phase 3, donc j'ai mis un exemple, par exemple ici pour les 15-16 ans, on n'a plus que J1, J52. Donc déjà, pourquoi on a supprimé les dosages intermédiaires de la phase 3? Donc ça, c'est une question à poser. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc sur les 30 microgrammes, là, on voit déjà en fait une légère baisse de l'immunité à J52. Or, le design de l'étude, si on revient aux visites que je vous ai présentées au départ, il n'y a aucune visite entre 1 mois après la dose 2 et 6 mois après la dose 2. Donc, aucun dosage des anticorps. Ben, pourquoi donc? Ben là, c'est pareil, on est sur un produit innovant destiné à être administré à des milliards d'individus et on ne dose pas les anticorps à 3 mois ou à 4 mois après la dose 2 pour voir contrôler que l'immunité, elle persiste. Donc, le fait qu'il n'y ait pas cette visite, ça masque cette chute des anticorps. Parce que moi, je mets mes 2 mains à couper qu'à 3 mois après la dose 2, on avait déjà une chute des anticorps qui était observable. Et donc, c'est Pfizer qui le reconnaît le 22 décembre. J'ai mis tous les liens hein, et j'invite tout le monde à aller les télécharger, les lire. Ils reconnaissent donc aussi auprès du CDC, là, en fait, la chute des... Voilà, c'est ici, en fait. Avant la dose 3, donc c'est dans leur cadre de leur fameux booster, voilà où en sont les anticorps à 6 mois. 7 jours après la dose 2, voilà. Mais ça, c'était prévisible depuis le début, sauf qu'il aurait peut-être fallu le doser. Donc, cette diminution des anticorps, qui est très rapide dans le cadre de ce vaccin, elle était évidente depuis le début, mais on ne l'a pas dosée.
Donc, non seulement on ne l'a pas dosé, mais en plus, au moment où on analyse sur 2 mois de suivi médian, même si on avait dosé à 3 mois, c'est trop court pour le présenter. Ah Mais oui, pourquoi? il y a le professeur Delfrécy qui a appelé ces traitements des vaccins médicaments. Donc, en l'occurrence, vous avez déjà vu des baisses d'anticorps aussi rapides pour des vaccins? Moi, je ne suis pas spécialiste du vaccin, donc, mais bon, un vaccin pour lequel les anticorps durent 4 mois, moi, je conclus que c'est un vaccin qui ne marche pas, en toute logique. Si je n'ai pas une durée de protection, et donc c'est pour ça que de toute façon, on nous dit que la durée de la protection est inconnue dans le plan de gestion des risques et partout, puisque de toute façon, si on ne met pas les boosters derrière, la protection, elle tombe. Donc, par contre, si on avait eu cette chute de la protection observable, mais là encore, dans mon terme de bénéfice, la protection ne tient pas, donc je ne peux pas dire que mon vaccin est efficace. Encore une fois, c'est un biais, le fait de n'avoir pas dosé régulièrement ce taux d'anticorps, c'est un biais qui peut masquer la chute des anticorps et donc qui biaise clairement l'efficacité, enfin ce qu'on appelle l'immunogénicité, et ça fait partie du bénéfice. Alors maintenant, si on regarde tout ce qui est risque et information manquante, donc là, on avait dès le premier plan de gestion des risques donc, qui a été rédigé dès la mise, l'autorisation d'urgence en décembre 2020, on a exactement les mêmes en novembre 2021. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Missing information, là, vous voyez, missing information. Donc là, je ne peux pas vous montrer le détail des deux. Donc, mais c'est tout à fait observable dans les documents. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on ne savait pas en décembre 2020? Qu'est-ce qu'on ne sait pas en novembre 2021? Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement, sans blague. Utilisation chez les patients immunodéprimés. Utilisation chez les patients fragiles. Ah bon? Utilisation chez les patients présentant des maladies auto-immunes ou inflammatoires. Interaction avec les autres vaccins. Ah bon, mais comment ça se fait on vaccine, on met la grippe en même temps, alors là, puisqu'on ne sait pas? Et données de sécurité à long terme. Et si on va sur le site de l'Europe, alors là, j'ai mis que 2 petits exemples. Est-ce que Comirnaty, donc qui est le nom du BNT 162B2 post-emergency use, enfin autorisation d'urgence, est-ce que ça peut réduire la transmission? Ah ben non, ce n'est pas encore connu, mais ça ne sera jamais connu dans le cadre de l'essai clinique. Ça ne sera jamais connu puisque ce n'est pas mesuré. Alors ensuite, on a les risques, donc sont présents depuis le début, l'anaphylaxie et la maladie aggravée, donc ce qu'on appelle la VAED. Et enfin, ils ont rajouté, je crois, je ne sais plus si c'est dans celui de novembre ou celui de… Je crois que c'est dans celui de novembre. Ils ont rajouté enfin la myocardite. Et c'est une présentation donc, de ce fameux Tom Shimabukuro, qui est donc responsable safety, donc tolérance au CDC, qui enfin, voilà, en octobre 2021, au bout de X analyses du VAERS, où on a plus ou moins minimisé les signaux, alors là, ils nous disent, voilà, les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna augmentent le risque de myocardite, péricardite chez les 12-39 ans. Ah ben, il était temps de s'en rendre compte, hein, les gars. Dire tout le monde le savait, sauf eux, quoi. Visiblement, je ne sais pas, il y a quand même des choses qui sont curieuses. Hein. Donc là encore, pourquoi ils ne l'ont pas su avant? Parce que dans leur façon d'analyser leurs signaux, ils ne comptent que sur une certaine période. Mais là encore, on est dans le cadre d'un vaccin innovant, destiné à des milliards de gens. Mais il faut peut-être changer les habitudes dans ce cadre-là et arrêter d'appliquer bêtement des conventions qui, là, n'ont pas lieu d'être et qui donc faussent l'estimation des risques en vie réelle. En attendant, il y a quand même des gens, a priori, qui sont morts de myocardite et de péricardite. Mais bon, visiblement, là aussi, il a fallu 1 an pour enfin reconnaître le problème par rapport à ça. Alors, dans le non-respect, on va dire, des bonnes pratiques cliniques, c'est-à-dire dans chacun des intervenants d'un essai clinique, il a des bonnes pratiques à respecter dans son domaine. Bon, en statistique, on a des bonnes pratiques statistiques, on va dire, avec telles analyses dans tel type d'essai. Voilà, c'est extrêmement réglementé. Dans le data management, on a la même chose, la pharmacovigilance, la même chose, etc. Là, on a cette affaire d'Antavia. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on a cette personne qui a 20 ans d'expérience qui, dans 3 centres, signale des graves manquements aux bonnes pratiques cliniques.
Et ce qui nous intéresse le plus, donc alors le stockage des produits qui n'est pas comme il faut, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ça, ne pas avoir effectué de test PCR pour tous les participants. Donc, ça veut dire que mes 3 centres-là, ils ont inclus 1000 patients. Bon, c'est pas, ça ne va peut-être pas faire basculer mes conclusions, mais déjà, quand on sait ça, forcément, on réanalyse sans ces centres-là, puisque je sais que là, mes résultats sont probablement faux. Et qu'est-ce que la prudence, qu'est-ce que la gestion des risques? C'est bien de mesurer un risque et de prendre les mesures, c'est ce qu'on fait en tant que responsable de qualité, de prendre les mesures pour voir quelles sont les actions qui auraient été faites et faire en sorte que le risque ne survienne plus. Ah ben non, 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 pas du tout, non, non. Alors non seulement on vire cette brave dame qui signale les problèmes, mais en plus, la FDA va auditer 9 centres. Ils nous disent on n'en a audité que 9 parce que dans le cadre de la pandémie, les restrictions de déplacement, enfin les restrictions de déplacement, elles n'ont pas empêché de recruter 40 000 personnes en 6 mois, même pas, en 5 mois. Ça a gêné personne, mais eux, oui, ça les a gênés. Et le pire de tout, eh ben, ils nous disent, hein, la partie sur l'intégrité des données et la vérification était limitée parce que l'étude était en cours et les données n'étaient pas encore disponibles pour l'auditeur, on va dire. Ah bon, mais moi, quand j'avais un audit, ben, je préparais tout pour que les auditeurs, je recevais un courrier en disant on va vous auditer tel jour. On préparait tout dans le cadre de l'essai qui était audité pour que les auditeurs aient accès aux documents. Ah ben, on a changé la façon de faire maintenant. Ça n'existe plus. Donc, les données Ce qui sont veut pas dire que ça disponibles. pourrait être expliqué par la procédure d'urgence et la situation exceptionnelle. Ah oui, mais Et, tout est expliqué par la procédure d'urgence et la situation exceptionnelle. Voilà. Mais bon, dans ce cadre-là, les conclusions, ben oui, alors c'est procédure d'urgence, situation exceptionnelle, et conclusions, ben, il va falloir se poser des questions dessus. Parce que, donc, donc, on est en si on train reprend… de respecter le vieux dicton, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, puisque ici, peut-être qu'on peut aller vite, mais si vous avez été capable de faire ce travail toute seule, on peut se poser la question de sociétés pharmaceutiques qui ont d'énormes moyens, qui auraient dû, à minima, se prémunir de ces risques-là. Complètement. C'est-à-dire que ça, c'est des risques qui étaient facilement anticipables avant le début, notamment les tests PCR pour tout le monde, les dosages. Voilà, il ne faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter pour se dire bon, ben, c'est quelque chose d'innovant, on va en faire plus que d'habitude dans le cadre d'un essai vaccin classique, peut-être. D'accord. Pas. Donc, en gros, on a 44 000 patients environ, participants recrutés entre le 27 juillet, qui est le début de la phase 3, à peu près, quoi, et le 14 novembre, on a 150 sites. Donc, on a en gros 293 participants par site. Donc, est-ce que 200… Donc, ça, c'est vraiment une moyenne. Hein, c'est-à-dire que je peux avoir des sites où j'en ai beaucoup plus. Et si je regarde, en fait, dans mon rapport vraiment détaillé, j'ai analysé, grâce au communiqué de presse Pfizer, vraiment le rythme de recrutement à chaque fois qu'ils nous redonnaient un chiffre. On a des moments où on recrute quasiment 60 patients par minute. Mais on a le temps de suivre tous ces gens. Bon, par contre, on a sans doute le temps de faire des contrats financiers pour encaisser l'argent que ça nous rapporte. Ça, je pense que là, on a le temps. Mais est-ce qu'on a le temps de rappeler ces gens éventuellement s'ils ont appelé? Donc, tout ça, c'est des questions à poser. Donc, il faut faut demander à Pfizer tous les trackings, donc les enregistrements, les fichiers où on a les appels des participants. Est-ce que les tests ont été réalisés? Est-ce que le participant a été rappelé? Donc, tout, voilà, moi je vous dis, un audit là-dessus, c'est impératif. C'est absolument impératif puisque ben, on ne sait pas. Alors, du coup, quand on voit tout ça, donc en termes méthodologiques, hein, là on ne parle pas de d'élucubration issue d'on ne sait où, on a un certain nombre de biais majeurs donc, qui découlent de la conception de l'essai, donc ce fameux calendrier des visites, le mode de signalement des symptômes par le participant lui-même qui est biaisé, donc tel qu'on l'a vu, cette absence de dosage des anticorps entre 2 et 6 mois, quasiment après la dose 2, qu'on ne comprend pas pourquoi. Les méthodes d'analyse, donc les analyses qui sont faites sur une durée réduite de 2 mois médian, mais pourquoi on n'a pas suivi au moins 6 mois? Et tout ça avec l'accord de la FDA quand même. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est dans l'emergency use, ce document, c'est noir sur blanc la FDA qui autorise à analyser. Mais depuis quand? Depuis quand? C'est nouveau, ça vient de sortir, quoi.
Et donc, on a ces écarts en bonne pratique clinique dans la gestion des centres eux-mêmes. Et cette affaire Ventavia, même si on n'a que 1000 patients, la question à se poser donc sur 3 centres, c'est est-ce qu'on n'a pas des tas d'autres centres où on a ce genre de problème? Donc, auquel cas, quand on voit ça, effectivement, les rapports cliniques examinés dans l'urgence. Donc, effectivement, ils reçoivent un rapport clinique et quoi, je ne sais pas, 3 jours, une semaine après, hop, ils acceptent. Ben, il faut peut-être le temps de lire, il faut peut-être le temps de se poser des questions. Enfin, peut-être ça a été un petit peu trop vite. Il faut peut-être le temps d'avoir des personnes qui ont un peu plus d'esprit critique que ceux qui en ont. Là encore, je ne sais pas. Donc, ces rapports, ces résultats ne peuvent pas être considérés comme intègres et fiables du point de vue des bonnes pratiques cliniques, biaisant l'évaluation rapport bénéfice-risque supposé favorable au vaccin. Donc, ensuite, on a tous les risques identifiés et les informations toujours manquantes. Donc, dans ce cadre-là, étant donné qu'on n'est pas capable de dire aux gens qu'on injecte, on ne sait pas quelle maladie potentielle, auto-immune, Creutzfeldt-Jacob, etc., comme on a vu récemment avec des témoignages de patients atteints de cette maladie-là, ou de proches. Donc, comme on ne sait pas, mais comment on peut accepter de faire courir ce risque aux gens qu'on injecte? Et je vous passe les femmes enceintes, on ne sait pas, la co-administration du vaccin grippe, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, là, la seule chose à faire, c'est de suspendre urgemment, non seulement sur toutes ces populations pour lesquelles le laboratoire nous dit lui-même, on ne sait pas, le laboratoire lui-même. Donc, moi, la question que je me pose, mais c'est qui lit ces documents dans ce pays, enfin, ou dans le monde entier? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent les documents Pfizer, les essais cliniques, le plan de gestion des risques? Pour les médecins, ils n'ont pas le temps. Je ne sais pas, les ARS, il y a quelqu'un qui lit au ministère de la Santé? Je ne sais pas, il y a vraiment il se passe Le des contrôle choses de bizarres, qualité, quoi. vous êtes en train de dire, n'est pas forcément fait. Voilà. Ils Vous sont vous drogués à interrogez. la cantine, je ne sais pas, ils ont une baisse neuronale. Moi, je ne comprends pas. Qui lit ces documents? Visiblement, personne. Donc, toutes ces méthodes, il faut suspendre urgemment et il faut poser toutes ces questions au laboratoire qui nous documentent pourquoi et les choix, pourquoi ils ont fait de cette façon. Voilà. Alors, dans tous les cas, que l'efficacité soit remise en cause ou pas, on va dire, moi, je ne dis pas que leur 95 est complètement erroné. Moi, je dis, on n'en est pas sûr. Et ça, ce n'est pas possible, puisque j'ai des risques que je ne suis pas capable d'identifier et j'ai un bénéfice qui est probablement erroné. Donc là, pour le moment, ces essais ne sont pas concluants pour dire oui, c'est sûr, c'est safe, c'est efficace. Non, ça, ce n'est pas vrai. Mais dans tous les cas, qu'ils soient concluants ou pas, de par ce que va répondre le laboratoire, ce dont on est sûr, c'est que du fait de l'exclusion des Covid-19 asymptomatiques, on ne peut nullement prétendre atteindre une immunité collective en vaccinant, puisque à ce jour, ce n'est pas statistiquement démontré et c'est surtout non démontrable sur la base de cet essai. Et c'est non démontrable pour tout essai qui serait fait de la même façon. Alors, j'ai pris de Pfizer, j'aurais pu prendre Moderna, mais ça doit être bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, Ce que vous ce êtes n'est en train pas de… démontrable. Donc, ça ne peut en aucun cas conclure que ça freine la transmission. Ça n'a jamais pu conclure que ça freine la transmission et ça ne le conclura jamais. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que si jamais on traduit ça avec en langage pour le lecteur, pour le consommateur, quand il y a eu des publicités à la télévision sur l'efficacité des vaccins, que ça va protéger des formes graves, que ça va empêcher la contamination, ça peut s'apparenter à une publicité mensongère? Ah ben complètement. Enfin, où sont les preuves? Où sont les tableaux dans les rapports cliniques qui soutiennent ces affirmations? Et Moi, quand le ministre de la Santé… je quand le voudrais ministre… bien que tous ces gens qui se sont succédés sur les plateaux en racontant ces inepties, je voudrais bien qu'ils me montrent dans les rapports cliniques où sont les tableaux qui permettent d'étayer cette communication. Moi, Et quand le ministre de la Santé va au Sénat ou à l'Assemblée nationale pour parler de l'efficacité du bénéfice-risque, et donc il est en train de tromper la représentation nationale?
Écoutez, moi, je vous dis qu'il n'y a pas de preuves dans les rapports. Donc, je ne sais pas, il les a lus. Enfin, il n'était pas au courant que les essais cliniques étaient en cours, il faut dire. Donc, visiblement, au ministère, ils ne sont pas au courant de grand-chose. Alors, il faudrait peut-être les informer, ces braves gens. Je ne sais pas, il faut leur envoyer des documents. Ils n'arrivent pas à cliquer pour télécharger les docs. Enfin, il faut les informer parce qu'ils ne sont pas au courant. Quand il nous disait que les essais cliniques étaient finis depuis des mois, il n'était pas au courant. Maintenant, l'essai clinique, il finit en mai 2023. Il est peut-être temps qu'il s'informe au ministère. Enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, je suis excédée. Voilà. Je dis maintenant, ça suffit d'entendre n'importe quoi étayé par aucune preuve statistique, scientifique. Voilà. C'est pour ça qu'il faut absolument que les gens qui nous écoutent comprennent que derrière tout ceci, depuis des dizaines et des dizaines d'années, tout médicament, il y a des preuves démontrées, vérifiées, contrôlées, auditées. Et là, on n'a rien de rien, du vent et toujours du vent. Et maintenant, moi, je dis, j'en ai ras-le-bol. Ça fait 2 ans que j'entends tout et n'importe quoi. Et j'invite tous les statisticiens, vraiment, je sais que ce sont des gens très occupés, puisque je le vois, moi, par rapport à mes anciens salariés, il faut absolument aller lire tout ça parce que j'invite tous ces gens maintenant à se lever, à faire entendre leur voix parce que maintenant, ça suffit. Mais écoutez, Christine, et donc, on sait qu'il y a cette audience au tribunal au Québec. J'espère que eh bien, cette présentation sera utile, que vous reviendrez nous en parler éventuellement avec l'avocate. Est-ce Voilà. que vous savez si cette étude, votre expertise, va être utilisée aussi en France dans des procédures? Ben, certainement, pour le moment, rien n'est défini, mais bon, certainement, puisqu'en fait, dès l'instant où on dit ben, il faut arrêter urgemment, suspendre urgemment, si on suspend partout, on ne suspend pas que dans un pays. Ok. Alors, du coup, moi, j'ai quelque chose à rajouter, c'est que le rapport que j'ai tapé, il va être mis à disposition de tout le monde, donc tout le monde va pouvoir lire, tout le monde va pouvoir voir en général comment ça se passe dans des essais cliniques, puisque là, j'ai très documenté cette partie pour que les gens comprennent bien à quel point c'est réglementé et contrôlé. Par contre, j'ai mis un copyright pour que personne ne vienne commenter les résultats, raconter n'importe quoi, parce que des pseudo-biostatisticiens, enfin des gens qui s'improvisent comme étant spécialistes, on en a un petit peu trop à mon goût. Et moi, je ne vais pas commenter, je ne sais pas, la chirurgie maxillofaciale. Donc, a priori, voilà, j'ai mis un copyright, donc personne n'a le droit de commenter ces résultats sans mon autorisation. Mais il sera disponible en relecture par tout le monde. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir d'abord pris le temps de nous présenter tout ça aujourd'hui. C'est une longue présentation, donc on Oui, rappelle c'est un peu compliqué de faire plus court. à partir, je vais essayer de faire un résumé pour tout le monde. Donc, à partir de tous les documents qui étaient disponibles et mis à votre disposition, vous avez regardé les études de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer, plus particulièrement sur les données américaines. Vous vous questionnez sur à la fois les biais de mesure, les biais d'analyse qui auraient pu être évités et sur les conclusions. Et d'après vous, il y a des biais majeurs qui peuvent qui ne correspondent pas d'abord aux bonnes pratiques cliniques, qui vous poussent à vous poser des questions et à recommander la suspension immédiate de cette vaccination en attente de plus d'informations, bien sûr, sur toutes ces données. Christine, merci Exactement. beaucoup pour tout Merci à vous, cela. Xavier.